À l'ordre, s'il vous plaît. Nous reprenons nos travaux. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. Et nous allons poursuivre sans plus tarder les auditions publiques dans le cadre des consultations particulières sur le document intitulé « Document de consultation sur la réglementation du prix de vente au public des livres neufs, imprimés et numériques ». Nous recevons cet après-midi les représentants du Conseil québécois du commerce de détail, Mme Paquette, M. Turgeon, bienvenue à l'Assemblée nationale. Vous allez disposer d'un temps maximum de 10 minutes pour faire votre exposé. Par la suite, suivra un échange avec les parlementaires. Donc, M. Turgeon, la parole est à vous. Je vous demande de vous présenter ainsi que la personne qui vous accompagne. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. Mon nom est Léopold Turgeon. Je suis le président directeur général du Conseil québécois du commerce de détail. Je suis accompagné de Maître Françoise Paquet, directrice des relations gouvernementales au CQCD. Le CQCD remercie la Commission de la culture et de l'éducation de lui donner l'occasion de s'exprimer aujourd'hui. Présumant que vous avez eu l'occasion de lire notre mémoire, je me permettrai d'insister au cours des prochaines minutes sur l'un des éléments qu'il contient, un seul. D'entrée de jeu, je confirme que le CQCD comprend et appuie l'objectif recherché par le gouvernement avec ce projet de loi, soit la protection de l'industrie culturelle du livre au Québec. Et c'est très légitime. Mais il y a un piège bien sournois devant nous tous. J'y reviendrai dans un moment. Créé en 1978, le Conseil québécois du commerce de détail a pour mission de promouvoir, représenter et valoriser le secteur du commerce de détail au Québec et les détaillants qui en font partie, afin d'assurer le sain développement et la prospérité du secteur. Le CQCD est le plus important regroupement de détaillants au Québec. Il représente un secteur économique comptant plus de 46 000 établissements commerciaux répartis dans toutes les régions du Québec. Le commerce de détail génère plus de 466 000 emplois au Québec, soit l'équivalent d'un travailleur sur 7, ce qui en fait le deuxième plus important secteur d'emploi du Québec. En 2012, plus de 103 milliards de dollars de ventes au détail ont été réalisés. Le CQCD représente à lui seul plus de 70 % de l'activité économique liée au commerce de détail. Ses membres opèrent dans presque tous les secteurs d'activité commerciale, incluant les magasins d'articles de sport, de passe-temps, de musique, de librairie. Tous les types de détaillants y sont représentés, petits, moyens et grands, qu'ils aient pignon sur rue ou qu'ils soient situés dans un centre commercial, dont les grands magasins, les grandes surfaces, les chaînes, les franchiseurs, les franchisés, les détaillants indépendants, les regroupements d'achats. Il y a évidemment plusieurs membres du CQCD dans chacune de vos 125 circonscriptions. Le CQCD suit avec intérêt depuis de nombreuses années l'évolution du dossier du livre au Québec. Tout en reconnaissant les difficultés des librairies indépendantes, le CQCD a toujours considéré que chaque détaillant, même une grande surface, peut tirer parti de ce qu'il juge être ses meilleures pratiques commerciales. L'annonce de la présente consultation a incité les administrateurs du CQCD à se re-questionner sur le dossier du livre. Après avoir été interpellé par ses membres et différents joueurs dans le domaine du livre, le CQCD a décidé d'analyser davantage la situation actuelle. Voici ce qui en est ressorti. D'abord, le besoin d'actualiser le cadre législatif actuel pour y intégrer le livre numérique. Le CQCD estime en effet important que la question du prix du livre imprimé et celle du livre numérique, autant français qu'anglais, soient désormais traitées conjointement pour éviter de déséquilibrer le marché et également assurer la cohabitation commerciale des deux formats. Le marché du livre numérique étant en augmentation exponentielle, il est capital qu'il soit rapidement pris en compte. D'ailleurs, il serait même souhaitable de définir le terme numérique. Enfin, l'urgence d'encadrer les règles et les pratiques entourant la vente en ligne de livres. Le CQCD est d'avis que la question du commerce en ligne requiert rapidement une profonde réflexion au Québec.
qu'il s'agisse du livre ou de tout autre produit, les détaillants québécois, incluant les librairies indépendantes à succursales et même les grandes surfaces, subissent une concurrence déloyale de la part des géants mondiaux de la vente du livre sur le web comme eBay, Amazon et Apple. C'est ça le piège sournois que j'ai évoqué plus tôt. Les eBay et Amazon de ce monde sont installés dans des États souvent exempts de taxes, la plupart du temps dans des parcs industriels pour lesquels ils sont subventionnés. Ces entreprises sont en partie responsables de la fragilisation de l'industrie culturelle du livre au Québec. Et leur pénétration de marché est phénoménale, même au Québec. Cet été, sur les tablettes numériques que lisaient vos concitoyens de Havre-Saint-Pierre, de l'Est de Montréal, de Saint-Vincent-de-Paul, de Saint-Bruno, de Parc-Extension, ils lisaient sans aucun doute, tout comme vos concitoyens du Parc La Fontaine, de Saint-Philémon, de Passepédiac et de Saint-Hyacinthe. Des livres achetés dans un modèle de concurrence qui échappe au gouvernement du Québec. Et je serais bien curieux de faire l'inventaire de tous les livres qui se trouvent dans les tablettes de nos parlementaires. Comprenez bien que ce n'est aucunement un reproche. C'est tout simplement l'expression d'une nouvelle réalité de notre société dont, je le répète, le modèle de concurrence échappe au gouvernement du Québec. Il est important de réaliser que la majorité des produits achetés par les consommateurs entrent au Québec sans qu'ils paient de taxes, privant ainsi le gouvernement d'un sérieux manque à gagner. Cette situation représente une concurrence déloyale pour les établissements d'ici qui, eux, non seulement payent des taxes, mais offrent des emplois et contribuent à l'essor économique du Québec. Ce phénomène n'est pas unique au Québec. Nos voisins américains ont décidé de se pencher sérieusement sur la question et en mars 2013, un amendement au budget fédéral appelé le Market Fairness Act a été approuvé, permettant aux États de collecter les taxes sur les ventes réalisées dans d'autres États au moyen du commerce électronique. Et depuis le printemps 2013, le CQCD tente de sensibiliser le gouvernement du Québec à l'importance d'analyser davantage cette problématique dans le cadre d'un mandat d'initiative provenant de la Commission des finances publiques. Enfin, le CQCD croit fermement à un marché où la libre concurrence peut s'exercer. Selon nous, le gouvernement ne doit pas, sauf exception et dans des cas bien justifiés, s'immiscer dans les lois du marché. Nous assistons actuellement à une importante fragilisation de l'industrie culturelle du livre au Québec, qui va bien au-delà des enjeux traditionnels. La concurrence et l'éventuelle domination, voire monopole, pouvant provenir des sites Internet comme eBay et Amazon, nécessitent un minimum d'intervention, afin que les détaillants québécois puissent demeurer concurrentiels. Étant donné la situation, le CQCD croit que le gouvernement ne doit pas laisser le développement du lectorat et l'industrie nationale du livre aux seules forces du marché. Le CQCD considère également que le gouvernement doit veiller à ce que le consommateur ne soit pas pénalisé par une hausse des prix des livres sur le marché. Le fait que le Québec soit la province canadienne où les habitudes de lecture sont au dernier rang doit inciter le gouvernement à agir avec vigilance pour ne pas encourager une hausse des prix qui serait néfaste au lectorat. C'est pourquoi la mise en place d'une réglementation du prix des ventes au public des livres neufs pendant une courte période déterminée pourrait être une solution intéressante. Nous considérons qu'une telle solution ne priverait pas les consommateurs de rabais, mais ne ferait que différer le moment où il lui serait possible d'acheter le livre à prix réduit. En conclusion, les détaillants du Québec estiment que l'aspect culturel des produits québécois est plus que jamais en jeu. Alors que la vente en ligne des livres numériques contribue à transformer radicalement la vente des livres au Québec, le CQCD appuie une réglementation sur le prix unique du livre, autant francophone qu'anglophone. Et cette réglementation doit s'appliquer également aux livres numériques.
Dans ces circonstances, le gouvernement doit exercer un véritable leadership visant à protéger notre richesse culturelle et notre langue, car, disons-le, le livre n'est pas seulement un simple produit comme les autres. Il permet de refléter et de communiquer la pensée et la culture de toute une société. Pour aujourd'hui et demain, merci. Nous vous remercions à l'avance de l'attention que vous portez à ces commentaires et nous vous offrons notre entière collaboration dans les prochaines étapes entourant le suivi de cette consultation. Merci beaucoup, M. Turgeon. Nous allons maintenant du côté du gouvernement. Monsieur le ministre de la Culture et des Communications, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame Paquet, Monsieur Turgeon, soyez les bienvenus et merci pour la contribution que vous apportez à cet exercice d'épatouillage, appelons ça comme ça, entre les positions pour et contre le prix réglementé. De mémoire, en fait, à l'aune des informations dont je dispose, vous n'avez pas toujours été pour la réglementation d'un prix plancher sur le livre neuf. Qu'est-ce qui vous a fait changer de perspective? Lorsque on a fait notre réflexion, évidemment, le conseil d'administration s'est penché sur la question du livre. Et évidemment, dans le conseil d'administration, on a tous les joueurs, incluant des joueurs qui sont dans le livre, d'autres qui ne le sont pas. Et ce qui était important à ce moment-là, c'était de faire une réflexion qui représentait d'abord et avant tout le commerce de détail. On a toujours été effectivement dans une position qui était totalement différente, c'est-à-dire qu'on encourageait effectivement le libre marché. Et qu'est-ce qui a changé? Actuellement, la donne a complètement changé avec l'arrivée de grands joueurs comme Amazon. Amazon, et le livre est un produit, mais si on parle au sens plus large du commerce de détail, Amazon fait une compétition féroce et déloyale parce qu'ils sont installés dans des États où il n'y a pas de taxes, parce qu'ils s'installent dans des parcs industriels, parce qu'ils font de la livraison partout, et aussi parce que les produits rentrent ici au Québec sans payer de taxes. Il y a toutes sortes de façons de contourner pour ne pas charger de taxes. Évidemment, sur le livre papier, il n'y a pas de taxes, mais ce qu'on a voulu surtout apporter, le point de vue qui est important, c'était de montrer vers quoi on s'en va. Et avec ces grands joueurs-là qui sont maintenant dominants, si on prend par exemple Amazon, Amazon vend actuellement juste aux États-Unis 5% du commerce de détail. C'est 2 fois les ventes du Québec en commerce de détail annuel. Et on s'en va vers la domination des oligopoles et le danger de s'en aller dans les oligopoles va inévitablement nous amener à une augmentation des prix. Ils ont le contrôle, ils ont des machines qui viennent supporter leur approche et c'est l'angle de la compétition déloyale qui nous a permis d'apporter une modification de notre position. Vous avez parlé de eBay, Amazon, Apple. C'est une cible, enfin, ce sont des cibles qui nous ont souvent été pointées. Avez-vous pensé au changement de comportement des lecteurs depuis l'explosion des nouvelles technologies et plus spécifiquement des médias sociaux? Je m'explique. Beaucoup de gens qui sont versés dans les médias sociaux, qui pour la plupart sont potentiellement de grands lecteurs, passent énormément de temps, soit sur Twitter, soit sur Facebook, à communiquer, à échanger. Et quand on vient tard le soir, le moment de prendre un livre, on est fatigué. Et ça amène le report de lecture qu'on a à faire, et par conséquent, effet domino oblige, ça amène ces personnes à ne pas retourner régulièrement à la librairie, comme par le passé, se chercher un livre. Est-ce que vous avez eu à réfléchir sur ce phénomène-là? Parce qu'il est réel.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché du livre est un marché qui est très, très stable en termes de vente. Si on fait l'exception en 2009 où on a eu la réforme, où là, on a eu une croissance du livre, mais règle générale, c'est un marché qui est très, très stable. Et indépendamment des médias sociaux ou pas, le livre, encore actuellement, est au même niveau que début des années 2000. Donc, actuellement, à ma connaissance, si je fais juste observer les chiffres, le livre est toujours stable, il se vend à peu près toujours le même nombre de livres au Québec, qu'ils soient numériques et ou papier. Alors, ce qui, si je vous entends bien, ce qui veut dire que la clientèle, appelons les consommateurs ainsi, se déplace au bénéfice des eBay, des Amazon, des Apple et des grandes surfaces. C'est ce que vous voulez dire. J'apporterai une nuance, si vous permettez. Il est important de préciser qu'on est pour le commerce en ligne. Le commerce en ligne dans les règles. Le commerce en ligne qui est fait par les entreprises qui ont pignon sur rue et ou qui sont ici au Canada, au Québec, on n'en a pas de problème. On est pour le libre marché. Là où est notre point, c'est les entreprises qui nous font de la concurrence de façon déloyale. C'est à ce niveau-là qu'on en est. Maintenant qu'on change de support pour la lecture, évidemment, pour nous, on est bien conscient que la technologie est en train complètement de révolutionner le commerce de détail. OK. Vous avez, à la page 3 de votre mémoire, dit « Nous considérons qu'une telle solution, » vous parliez de la réglementation, qu'une telle solution ne priverait pas le consommateur de rabais, mais ne ferait que différer le moment où il lui serait possible d'acheter le livre à prix réduit. Est-ce que vous pensez sincèrement que le consommateur serait en accord avec une réglementation, si c'est la finalité de cet exercice qu'on tient ici? Il faut comprendre que les livres qui sont en rabais représentent à peu près 11% du marché. Donc, c'est cette part de marché-là qu'on parle. Je pense que ce que ça donne des armes égales à tous les détaillants pour vendre un produit. Ça donne aux libraires, ça donne à l'ensemble de l'industrie la possibilité d'être à armes égales un certain temps. C'est pas une solution finale. Je pense que c'est un coup de pouce. C'est pour aider nos détaillants qui ont pignon sur rue, qui font commerce ici. J'entends bien ce que vous dites, mais ce qui me préoccupe actuellement, c'est le comportement du consommateur dans l'hypothèse où on légiférerait sur un prix plancher sur le livre neuf. Moi, j'ai aucun élément de référence pour lire ce comportement, à savoir s'il va continuer à aller acheter au même rythme ou s'il va se retenir d'acheter et éventuellement totalement changer par la suite et s'orienter justement sur Amazon ou eBay en ligne. Il faut comprendre que le produit qui est à rabais, c'est un produit d'appel. Étant un produit d'appel, ça permet aux entreprises de donner aux consommateurs l'impression que ce qu'il achète, j'achète dans cette entreprise-là, c'est moins cher. Donc, par définition, le consommateur finit par dire c'est moins cher. Mais dans les faits, on touche 11% des produits qui sont bien ciblés. Ces grandes organisations-là sont prêtes à perdre de l'argent pour éventuellement faire consommer d'autres choses. Parce que je ne sais pas si vous êtes allé sur ces sites-là, mais dès qu'on a un produit, ils nous en proposent un similaire et on va te donner 15$ pour ton prochain achat, et etc., etc., etc. Donc, est-ce que ça, c'est bon pour le consommateur? Je ne suis pas certain. OK. Vous nous faites également, à travers votre mémoire, faire comprendre qu'il est intéressant qu'un organisme de gens d'affaires se préoccupe du lectorat et de l'accès aux livres pour tous les milieux. Est-ce que vous pouvez élaborer? Pouvez-vous répéter votre question? Oui. Vous dites qu'un organisme de gens d'affaires devrait se préoccuper du lectorat et de l'accès du livre pour tous les milieux. Pourquoi un organisme de gens d'affaires devrait-il se préoccuper de ça?
C'est parce qu'on représente l'ensemble du commerce de détail et, comme je disais d'entrée de jeu, c'est que le commerce de détail, l'objectif des administrateurs quand on se penche sur une question comme celle-là, c'est de représenter qu'est-ce qui se passe dans le commerce de détail. Et on voit bien qu'avec l'arrivée de ces grands joueurs-là, il va sûrement y avoir un effritement de détaillants, il va y avoir un effritement au niveau de la diversité aussi. Donc, on est préoccupé par cet aspect-là. Et moi, je pense que c'était important pour nous de donner le signal à l'effet que et ce produit-là et d'autres produits dans le commerce de détail, on commence à être vraiment, vraiment dans une phase où il faut sonner l'alarme. Donc, je pense qu'il est important pour nous, l'angle qu'on voulait apporter aujourd'hui, c'était l'angle du commerce de détail et c'est l'angle où il faut lever le signal. 2,5 du commerce de détail au moment où on se parle se font par le commerce en ligne, dont 40 à l'étranger. Donc, on parle de milliards, là. Donc, c'est vraiment un phénomène important. Et c'est surtout l'angle qu'on voulait apporter aujourd'hui. On n'a pas la prétention d'être des spécialistes du livre. On a la prétention de dire, ben voici ce qui s'en vient. Voici ce qui s'est passé, par exemple, aux États-Unis, où le marché du détail est complètement dominé par des oligopoles. Alors, qu'est-ce que ça fait à moyen terme et à long terme? À partir du moment où ils sont juste quelques-uns à contrôler, évidemment, il y a une forte pression sur les prix à la hausse. Par exemple, la musique, actuellement, Apple vend plus de 90% de la musique à travers le monde. Un joueur. Nous, ça nous fait lever un drapeau. Dernière petite question. Oui, allez-y, excusez-moi. Je ne suis pas certaine de saisir le sens de votre question, mais lorsque vous dites pourquoi est-ce que les gens d'affaires doivent se préoccuper du lectorat, en fait, je pense que c'est implicite que plus les consommateurs... Je fais l'avocat du diable. OK, hein. mais je pense C'est que pas ça une va de critique. soi. Je pense que c'est tout à l'avantage de la communauté d'affaires que de la société. Plus le lectorat sera élevé, le taux de lecture sera élevé, plus on aura une société éduquée. Mais du côté de la communauté d'affaires, plus l'industrie de la vente de livres sera saine et il y aura une clientèle. Donc, je pense que ça va de soi qu'on a tout intérêt à ne pas avoir une baisse au niveau du lectorat, mais au contraire, une augmentation du lectorat. OK. Ma dernière petite question, réponse brève. Y a-t-il urgence à légiférer sur le prix plancher du livre neuf, physique ou numérique, et numérique? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que tout ce qui s'en vient est vraiment, vraiment important. Même si ça représente seulement 2,5 du commerce de détail, c'est une marée aux États-Unis. On est déjà le double de ça. Donc, moi, je pense que oui, ça s'en vient et ça va sûrement nous rejoindre avant longtemps. Merci beaucoup. Merci. Merci. Monsieur le député de Bonaventure. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Madame, Monsieur. 700 millions de pertes en taxes au Québec et au Canada, Oui. c'est beaucoup. C'est beaucoup. On a demandé à un économiste de nous faire une étude qu'on a envoyée aux parlementaires, justement, concernant les pertes reliées au commerce transfrontalier. Et on estime au bas mot pour l'ensemble des gouvernements du Canada à 700 millions les pertes fiscales. C'est pour ça qu'on veut avoir un mandat d'initiative. Il est temps qu'on débatte de ça. Et ça ne fait que commencer. Et je répète qu'actuellement, c'est 2,5 du commerce de détail, mais aux États-Unis, ils sont déjà rendus à 7 des ventes dans le commerce de détail. Donc, c'est vraiment, vraiment important. D'ailleurs, les États-Unis ont pris les choses en main pour légiférer là-dessus. OK, mais ceux qui ont légiféré, bon, là, est-ce que ça s'est bien fait ou ils ont été contestés ou comment ça s'est passé? Ça date juste du mois de mars, mais déjà, c'est pas évident à mettre ça en place parce que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils obligent Amazon à facturer les taxes. Donc, on charge les taxes à la source et non les transporteurs qui devaient s'ingérer, charger les taxes. Donc, c'est vraiment une approche complètement différente, mais c'est une approche qui est souhaitable pour que nos détaillants soient à armes égales. OK. Donc, on comprend bien que pour le gouvernement, c'est un enjeu de taille. Il me semble que j'ai lu à quelque part dans votre mémoire que le profil des consommateurs par achat en ligne, c'est un profil d'individus qui sont, je dirais, qui ont des revenus supérieurs, je crois.
Mais, dépendamment qu'est-ce qu'ils vont acheter, s'ils achètent des voyages ou dépendamment du produit, parce qu'il y a quand même 19 sous-secteurs du commerce de détail qu'on représente, et dépendamment, par exemple, dans tout ce qui est électronique, c'est beaucoup plus jeune, dans le voyage, c'est plus vieux, mais je vous dirais que le taux de pénétration ici, de l'approche web, etc., le Québec, on est vraiment champion à tous égards là-dessus. Okay. Qu'est-ce que vous pensez de la position de Costco? Honnêtement, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu la position de Costco. Je pense qu'ils ont passé hier, je pense. Okay. Donc, ils ont passé, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de regarder la position de Costco. C'est tout. Merci. Merci. Nous allons maintenant... Oui, il vous reste environ 1 minute 30 secondes. 1 minute 30, pour une question assez courte. On va parler des grandes surfaces. Qu'est-ce que, si le prix baisse 10 le mois, est-ce que vous avez une impression, comment vous avez l'assurance que les acheteurs des grandes surfaces vont revenir dans les librairies, ou bien si on dit que c'est surtout des acheteurs impulsifs, là, je sais, il y en a plusieurs qui ont dit ça, mais est-ce que vous avez, vous, une étude à ce sujet-là? L'approche des achats dans ces grandes chaînes-là, effectivement, c'est une approche où il y a beaucoup d'impulsion. Le fait, et ça donne l'impression que l'ensemble est à rabais comme ça. Moi, je pense que ça va juste donner un temps aux autres détaillants de souffler puis de s'ajuster. On ne dit pas de ne pas le faire, on dit donner le temps aux autres de s'ajuster. C'est tout ce qu'on dit. Merci. Nous allons maintenant du côté de l'opposition officielle. Madame la députée d'Acadie, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé qui, je pense, en surprend plusieurs. Parce que je ne pense pas qu'on s'attendait à ce que le Conseil québécois du commerce de détail ait cette position-là en faveur d'un prix unique. Vous représentez quand même 103,1 milliards de dollars de ventes au détail au Québec, des ventes qui ont été réalisées en 2012. Donc, vous représentez également 70% de l'activité économique liée au commerce de détail. Je comprends que Costco ne fait pas partie de votre conseil. Vous n'êtes pas membre du Conseil québécois du commerce de détail? À tout le moins. Il n'est pas membre du conseil d'administration, mais il y avait d'autres grands joueurs. Sur notre conseil d'administration, il y a d'autres grands joueurs qui sont présents. Mais c'est important de préciser que quand on fait ces débats-là, en partant, on n'est pas personne sur la même longueur d'onde, donc chacun a son point de vue, mais ce qu'on remet toujours à l'avant, c'est l'importance du commerce de détail. Ils représentent le commerce de détail, pas leur entreprise. Mais oui, ça a fait un débat assez... Oui, bien, j'allais vous poser des questions. Ça a dû être compliqué un peu. Ça prend un rassembleur pour rallier tout le monde. C'est parce que vous faites un beau témoignage en faveur de la protection du livre, la protection de la culture québécoise, et je pense que c'est tout à votre honneur. Dans l'hypothèse où il y aurait un prix, que ce serait une loi qui arriverait avec cette question du prix unique, avec une possibilité d'un rabais, un petit rabais de 10% maximum pendant 9 mois. Est-ce que pour vous, la période de 9 mois est une période qui est suffisamment longue, trop courte? Quelle est pour vous la période idéale? Oui. Notre réflexion s'est faite, évidemment. On a consulté non seulement notre conseil d'administration, mais on a consulté aussi la table de concertation. Et là-dessus, je pense que c'est eux les experts du livre. Et nous, on s'en remet à la table de concertation. Donc, on appuie leur démarche. OK. Donc, c'est parce que vous dites que vous avez étudié ce dossier-là en profondeur, puis que vous êtes d'accord maintenant avec la table, la position pour un prix unique. Donc, quand vous dites que vous l'avez étudié en profondeur, c'est que vous connaissez les impacts et les tenants et aboutissants de cette démarche-là. Est-ce que, si vous n'êtes pas capable de vous prononcer sur la période elle-même, est-ce que ça devrait être une loi qui pourrait être amenée pendant un certain nombre d'années, avec après ça révision de la loi, comme il y a eu un groupe qui est venu le suggérer, ou si vous voyez une législation qui dirait, bon, on le fait, on pense qu'il faut le faire, puis que ça va être bon pour la culture québécoise?
Moi, je pense qu'il faut le faire. Est-ce qu'il faut le faire sur du long terme? Pas certain, puisque les lois du marché changent, mais à un rythme incroyable. Et je pense qu'il faut se laisser de la latitude pour être capable d'amender ou encore la reviser parce que le marché change vraiment radicalement. Sur la question des livres qu'on achète en ligne, à ma connaissance, la taxe, les livres en ligne ne sont pas exempts de la taxe provinciale. Sauf le livre papier est exempt de la taxe, oui. Mais le livre en ligne ne l'est pas. Exact. Est-ce que ça pourrait être, à ce moment-là, si on abolissait la taxe sur le livre en ligne, il y a une perte de revenus pour l'État. Est-ce qu'on devrait laisser les choses telles qu'elles sont maintenant, c'est-à-dire exemption de la taxe sur la version papier, puis une taxe sur la TVQ sur maintenir le livre, la TVQ sur le livre en ligne? Ce qui est important de savoir, là, c'est qu'à partir du moment où on fait ces changements-là, il faut que les changements suivent autant dans le numérique que dans le papier. Je vous amènerai peut-être sur un contournement que les gens font, le consommateur fait pour ne pas payer de taxes sur le numérique. Il va s'inscrire sur des adresses américaines ou dans d'autres provinces. Donc, le consommateur va être capable de contourner la loi pour éviter des taxes. Mais non, il faut effectivement conserver, et pour les deux. Conserver la taxe pour le numérique et pas de taxe. Il ne faut pas abolir la taxe sur le livre numérique. Exact. D'accord. OK. Donc, si je vous suis bien, vous avez dit aussi que c'était une question d'urgence. Il faut le faire rapidement. Oui. Il faut aussi revoir la loi sur le livre, qui est désuète à mon avis, là, qui date des années 80, qui a besoin d'être refondue. Mais est-ce que ça doit se faire en 2 étapes ou en 1 étape? C'est-à-dire, on procède à la première étape, qui est celle d'une loi sur le prix unique. Ensuite, revoir en profondeur la loi qui, elle, a beaucoup d'anachronismes. Il y en a beaucoup d'anachronismes dans la loi. Parce que puisqu'on parle d'urgence, vous êtes conscient que refondre une loi au complet, c'est un processus qui est très long et tout ça. Donc, ça peut prendre un certain nombre d'années, alors que là, ça pourrait être peut-être une loi. Ensuite, on procède à la refonte complète. Je pense qu'il y a une question sans avoir étudié toute la logistique des modifications que ça nécessite, il est clair dès le départ qu'il faut que le livre numérique soit assujetti au même titre que le livre papier. Et à mon avis, ça nécessite une modification de la loi. Donc, le fait de se limiter à adopter une loi sur le prix unique du livre ne serait pas suffisant, à mon avis, parce que pendant un bout de temps, on fera en sorte que le livre numérique serait exclu. Alors que les attentes qui nous ont été manifestées et de ne plus faire de distinction et de faire en sorte que la loi soit qu'elle soit mise à jour rapidement. Il n'y a aucune justification par rapport au fait que le livre numérique ne devrait pas être traité de la même façon que le livre papier. Donc oui, à mon avis, les deux devraient être abordés de front. Mon collègue aurait des questions. Merci. Monsieur le député de Jacques-Cartier. Oui, merci beaucoup à mon tour. Bienvenue devant la commission. Je reviens toujours, vous avez dit que cette proposition est bonne pour les consommateurs. Et j'ai des misères un petit peu avec ça parce que de toute évidence, les best-sellers, dans certains cas, vont coûter plus cher pour ces personnes. Alors, il y a un prix à payer, c'est pas un coût nul. Et vous avez dit également que le nombre de livres qu'on vend année après année, c'est plutôt stable. Alors, une part de marché va être perdue pour les magasins physiques envers les ventes en ligne et les ventes numériques de toute façon. Ça, c'est une tendance, c'est plus prononcé peut-être dans d'autres pays qu'ici pour le moment, mais le confort de consommateur étant, il fait froid au mois de janvier, alors plutôt me déplacer en voiture, chercher un livre, je vais aller sur un site web de Renaud Bré, de Chapters, d'Amazon ou peu importe, et je vais chercher mon livre. Il y a un certain confort, si vous voulez, pour le consommateur. Alors, comment s'assurer que
ces ventes en ligne et ces ventes numériques peuvent aider nos librairies indépendantes. Parce que je comprends le rôle, nous avons plusieurs témoignages qui ont expliqué le rôle important des librairies dans notre société. Mais si vous me dites le TART est toujours stable, alors le même nombre de livres année après année, alors si c'est juste 3% ou 6% ou 8%, c'est les personnes qui vont les acheter en ligne, inévitablement, il y aura moins de monde dans les librairies, n'est-ce pas? Absolument. Alors, on a une mesure ici qui est destinée de mettre plus de personnes dans les petites librairies. C'est ça l'objectif, en fin de compte. Et je vois mal comment la mesure proposée va faire ça. Peut-être ça va juste pousser plus de personnes vers les achats en ligne. Et alors j'essaie de voir comment on peut aider les librairies parce que je comprends leur rôle important. Mais qu'est-ce qui est proposé ici n'est pas dans l'intérêt des consommateurs parce qu'il va coûter plus cher, même si c'est juste... Et votre chiffre de 11%, je ne comprends pas d'où vient le 11%. Les best-sellers, c'est 11% de... À peu près. D'où vient ce chiffre? Du volume d'affaires. Il faudrait que je vous donnerai l'étude qu'on a consultée là-dessus. Mais c'est ça les grandes surfaces. J'ai pas l'étude sur laquelle ce chiffre-là est appuyé, mais on a ça pour vous faire parvenir à cette étude-là. Oui, vas-y. Oui. Est-ce que vous seriez prêt à faire parvenir le document à la commission et on pourra le distribuer aux membres de la commission? Oui. Merci. Je pense que la façon dont le Conseil l'a regardé, je vous dirais que c'est plus une analyse globale de l'impact sur le commerce de détail. On n'est pas des experts au niveau du livre. Et pour répondre un peu à votre question, je pense qu'on l'a regardé dans sa globalité, dans la mesure où l'intérêt du consommateur n'est pas nécessairement limité à une question de prix. Et je pense qu'on tente de vouloir amener le débat uniquement sur cette question-là. Lorsqu'on parle de l'intérêt du consommateur, le consommateur a tout intérêt, oui, à payer un prix raisonnable, mais il a tout intérêt à avoir une certaine diversité aussi. Et si on regarde, on se projette plus loin, ce qu'on craint, et c'est ça l'inquiétude, c'est qu'on se ramasse avec une diversité qui s'amoindrit d'année en année parce que les contrôles vont faire en sorte, les contrôles monopolistiques vont faire en sorte, évidemment, de réduire l'offre. Et c'est ça qu'on veut éviter. Donc, je pense qu'il faut cesser, il faut pas voir l'intérêt du consommateur uniquement sur une question de prix ou de bas prix. Pour nous, le bas prix, le consommateur peut attendre 9 mois plus tard, il va l'avoir s'il est prêt à attendre. Sinon, il achètera, il consommera tout simplement un autre volume. Donc, il y a comme une tendance à vouloir amener tout ça à une question, l'intérêt du consommateur ne se limite pas à une question de prix pour nous. Et on a essayé de voir beaucoup plus loin l'impact que ça aurait sur toute une industrie au niveau du Québec. Mais moi, je dis pas uniquement le prix, le confort, la facilité, l'accès. Moi, c'est vrai que je lis beaucoup plus en anglais qu'en français, mais de dire que Amazon limite la diversité de choix, c'est difficile à plaider ça, honnêtement. Il y a une gamme, il y a tout un réseau des librairies qui vendent les livres usagés qu'on peut vendre via le site d'Amazon. Et votre argument sur la taxation n'est pas vraiment pertinent ici parce qu'on ne taxe pas des livres. Et si j'achète un disque sur Amazon, je paye la taxe de vente du Québec. Alors, oui, c'est un enjeu très important dans d'autres secteurs de détail, mais je pense que c'est important de dire, parce que pour le moment, Amazon, c'est le gros méchant dans notre discussion, mais pour les taxes dues au gouvernement du Québec pour la vente, Amazon les paye. Alors, je pense que c'est important de clarifier ça aussi. Alors, oui, je comprends, c'est une diversité, mais de plaider que les ventes en ligne limitent la diversité, je pense que c'est difficile à croire ça. Parce que le nombre de livres qu'on peut acheter en ligne sont énormes et rapides. Et dans l'hiver, je ne suis pas obligé de sortir ma maison et 48 heures plus tard, les livres que j'ai commandés sont là. Et si j'ai acheté plus que 25 $, qui arrivent parfois, ils sont même livrés gratuitement. Raison. Et inévitablement, on s'en va vers ça.
C'est pas, c'est écrit partout et on le voit, la tendance lourde, on s'en va vers ça. Vous avez raison. Le danger qui nous guette, c'est qu'on soit contrôlé par 1, 2 ou 3 industries. Ça, c'est le danger. Maintenant, ce qu'on demande, quand on demande d'avoir un certain délai, c'est de donner une chance aux détaillants de s'adapter. Parce que vous savez, au niveau des technologies au Québec, on est nettement en retard. L'appropriation de la technologie, en fait, c'est pas qu'on est en retard des technologies, c'est l'appropriation de la technologie, là, on est en retard. Au Québec, 21% des détaillants dans le commerce de détail sont des indépendants. La beauté, c'est qu'ils s'investissent dans leur secteur. L'envers de la médaille, ils ont peu de moyens financiers et ils ont peu de ressources humaines. Et ça, ce que les détaillants sont en train de faire, sont en train de s'organiser pour aller aussi en ligne, pour répondre à la question. Donc, mais actuellement, ils ont peu de ressources financières et humaines pour adapter leur modèle d'affaires à des grands joueurs comme Amazon. Mais vous avez raison, on s'en va vers ça, on voit dans les médias, on voit partout, les journaux, etc. Donc, c'est une tendance lourde. Vous avez absolument raison. Il vous reste 2 minutes environ. Sur la question de la réglementation des prix en général, il y a d'autres produits dans le commerce de détail dont les prix sont réglementés. Je pense au lait, par exemple. Le lait, la bière. Et lorsque cette réglementation-là est arrivée, est-ce que ça a chambardé? Est-ce que ça a fait en sorte que les prix, le consommateur a été perdant? Ou est-ce que le consommateur est perdant dans ces secteurs-là? Ou si le consommateur est pas perdant ou pas gagnant? J'ai jamais vu le lait en vente, là, puis la bière non plus, mais... Mais oui, il y a de la bière en vente, mais au prix minimum, c'est ça. Mais non, ça n'a pas chamboulé le commerce de détail pour autant. Au contraire, je pense que ça a aidé les producteurs, particulièrement les producteurs locaux, à passer leurs produits. Donc, il n'y a pas eu d'impact négatif sur la vente des produits. Donc, si c'est faisable pour le prix du lait ou le prix de la bière, pourquoi, dans votre organisation, vous dites que vous avez eu des débats, quels étaient les arguments pour dire faut pas faire ça? Qu'est-ce qu'on vous plaidait comme argument? Moi, strictement, ce qu'on plaidait, c'est la concurrence déloyale, c'est le commerce des détails en général, qu'est-ce qui s'en vient. À partir du moment où le marché est contrôlé par 1 ou 2 joueurs, inévitablement, puis je pense qu'on vous a illustré le cas de l'Angleterre. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils n'ont pas réglementé. Qu'est-ce qui est arrivé? Après un certain temps, Amazon a pris le contrôle et après un certain temps, le prix des livres a monté de façon assez importante. Donc, je pense que ça, c'est un élément important. La France a légiféré, ça n'a pas fait de changement. Donc, ce qui a vraiment, vraiment milité en faveur de l'ajustement de notre position, parce qu'on n'a pas complètement viré notre position. Je suis désolée, M. Turgeon. Merci beaucoup. Donc, le temps est écoulé pour l'opposition officielle. Madame la députée de Montarville, qui représente le deuxième groupe d'opposition, vous avez la parole. Pour combien de temps, je vous prie? 3 minutes 45 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, Madame Paquette. Bonjour, M. Turgeon. Merci pour votre mémoire. J'ai pris beaucoup de notes. Il est tout griffonné. Également, j'étais surprise de votre prise de position parce que nous, ce qui nous préoccupe aussi, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'augmentation des prix du livre pour le consommateur. Hein. Mais ce que je comprends, et corrigez-moi, vous imputez la grande menace qui plane sur les librairies indépendantes, parce que ce sont bien elles que nous voulons protéger ici. Vous imputez la menace qui plane sur elles majoritairement et en grande partie aux ventes de livres électroniques. On parle des Amazon de ce monde. Si le but est de sauver ces librairies électroniques, comment la légifération pourrait faire en sorte qu'on ramène les acheteurs dans les petites librairies alors qu'on s'en va vers de l'achat en ligne? Comment ramener la clientèle chez les libraires? Parce que selon vous, ce ne sont pas les grandes surfaces, la menace directe, mais l'achat de livres électroniques. Moi, je pense que ce qu'on essaye de faire, c'est de donner un temps à nos détaillants, à nos organisations de s'ajuster à un modèle d'affaires qui est Amazon. C'est impossible de les compétitionner Amazon. Il n'y a pas d'entreprise ici au Québec ni au Canada qui sont capables de s'ajuster à un modèle d'affaires comme Amazon. C'est impossible. Ils sont en train de prendre un contrôle incroyable sur le commerce de détail et c'est surtout ça qu'on veut apporter dans le débat. Faites attention, à partir du moment où des grands 1 ou 2 ou 3 grands joueurs dominent le marché et qui prennent le contrôle,
on aura beaucoup moins d'emplois. 2, on ne paye plus de taxes. Donc, tous ceux qui ont briques et mortier ici, là, investissent en salaire, en loyer, en taxes, nommez-les. Et ces gens-là qui sont à distance ne contribuent pas à l'économie. Donc, ce qu'on se dit, attention, les gens qui sont ici, vous comprendrez que notre intérêt, c'est de défendre le commerce de détail. Et là, on dit actuellement, le commerce de détail est menacé. Je crois comprendre la lecture de votre mémoire que c'est un tsunami qui s'en vient. Alors, nos commerçants ici, que doivent-ils faire concrètement? Parce que ce sera inévitable. Il y a quelque chose à faire. Peut-être on ne peut pas compétitionner ces grands au même niveau, mais qu'est-ce qui manquerait? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on doit imputer à nos librairies indépendantes pour compétitionner les ventes de livres électroniques? Moi, je pense que c'est vraiment la partie technologique. C'est vraiment l'appropriation de la technologie par nos détaillants. Indépendamment des secteurs, on est en retard, on ne sait pas approprier cette technologie-là. Et les grands arrivent avec une approche multicanale. Et c'est site transactionnel, c'est le mobile, donc ils ont toute cette stratégie-là. Ce que nos gens ici ne sont pas capables de faire, faute de moyens. Donc, ce qu'on dit, c'est donnons un temps à nos détaillants de s'ajuster, mais pas au même modèle d'affaires qu'Amazon, avec un modèle d'affaires qui est local. Merci infiniment, c'est clair. Merci. Merci beaucoup, Mme Paquette, M. Turgeon. Nous allons suspendre quelques instants pour permettre à la librairie Olivieri, ses représentants, de prendre place.